Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Un autre point de vue. L'une de vos vidéos préférées de la chaîne, si on suit le nombre de vues, est la méthodologie de la restitution de connaissances où je lis une de mes copies. Aujourd'hui, je vais donc vous faire la correction du sujet de bac 2023-2024 Métropole jour 2 de SVT où j'ai eu 20 avec ma copie. Je vous montrerai également les fiches que j'avais appris en lien avec chacun des thèmes pour que vous sachiez à peu près comment je m'étais organisée et finalement je vous donnerai mes astuces de révision. C'est parti pour la lecture de ma copie. Je vous ai mis la référence, c'est le bac de spécialité SVT Métropole 2024 jour 2. Vous pouvez aller directement vous entraîner, peut-être même le faire avant que je lise ma copie avec vous. Donc voilà l'exercice 1. Tumeur cérébrale et motricité. Donc, une tumeur est une grosseur due à une multiplication excessive de cellules. Lorsqu'elle se développe dans le cerveau, elle peut affecter le fonctionnement de diverses aires cérébrales et avoir des conséquences différentes selon la région du cerveau concernée. Une tumeur cérébrale peut provoquer des difficultés à accomplir des mouvements volontaires avec un membre, ceci sans que le réflexe myotatique de ce même membre ne soit perturbé. Et ensuite, du coup, on avait la question, expliquer en quoi une tumeur cérébrale peut provoquer la perte de motricité volontaire d'un membre sans supprimer les réflexes myotatiques de ce même membre. Et ensuite, on a la petite phrase classique, vous rédigerez un texte argumenté, etc., etc. Là, ce sujet il était plutôt pas mal. C'était un thème que je connaissais bien. On nous a mis la définition de tumeur. Je m'attendais pas forcément à ce qu'on nous la mette, vu que c'est quand même quelque chose qu'on voit plusieurs fois dans le programme de SVT, même si c'est que au cours d'activité. On est capable de retrouver la définition. Mais bon, au moins, ça a enlevé une difficulté. Et donc, franchement, c'était plutôt pas mal. Alors, c'est parti pour ma copie. Ok, donc voici ma copie de l'exercice 1 que j'ai récupéré sur Cyclades. Donc, je commence par définir une tumeur cérébrale et à redonner un peu le contexte, un peu reformulé avec mes mots, mais quelque part, c'est très proche de l'énoncé puisque l'énoncé était extrêmement complet. Cependant, je définis le réflexe myotatique. Il n'était pas défini dans l'énoncé et pour moi, comme c'est vraiment une notion de cours, c'était un peu évident, ça sautait aux yeux qu'il fallait le définir. Pour la problématique, en quoi une tumeur cérébrale peut-elle provoquer la perte de motricité volontaire d'un membre sans supprimer les réflexes myotatiques de ce même membre, c'est vraiment la question qu'on nous pose avec un point d'interrogation. Là, c'est vraiment ce que j'ai fait tout au long de mes années de SVT et ça a toujours marché. Ensuite, du coup, pour le plan, j'ai pris le parti de d'abord expliquer qu'une tumeur cérébrale peut provoquer la perte de motricité volontaire d'un membre, car c'est le cerveau qui est à l'origine du mouvement volontaire. Donc en fait, j'ai fait une partie mouvement volontaire. Et ensuite, du coup, la deuxième partie, c'était « Nous expliquerons qu'une tumeur cérébrale ne supprime pas les réflexes myotatiques, car le cerveau n'est pas impliqué dans les réflexes myotatiques. » Là, c'était une partie réflexe. Donc, une mouvement volontaire, une réflexe. Ça suivait aussi le format de mon cours, donc c'était plutôt pas mal. Sur le brouillon, j'ai organisé mes deux parties et j'ai listé point par point ce que je voulais dire avec des mots-clés. Du coup, j'avais plus qu'à développer sur chacun de ces mots-clés et à rédiger. C'était vraiment hyper agréable de juste suivre son brouillon. Et je vous conseille vraiment de faire ça. Alors voici ma première partie du coup sur le mouvement volontaire. Donc j'ai bien sûr une introduction de partie avec une tumeur cérébrale peut provoquer la perte de motricité volontaire d'un membre car c'est le cerveau qui est à l'origine du mouvement volontaire. Ensuite c'est vraiment la récitation de cours, donc là j'avais noté cellules gliales, donc ensuite on voit cellules gliales, différentes aires motrices, voilà. Ensuite comme expérimentation, exemple, argument, vous l'appelez comme vous voulez. Pour cette partie, moi j'ai décidé de montrer que les aires motrices elles étaient spécialisées et du coup ça allait me servir un peu plus tard pour la tumeur. C'est pour ça que j'ai choisi cette expérience, je la trouvais vraiment très pertinente. Donc voilà comment je l'ai formulée. Quand on demande à une personne saine de réaliser un mouvement simple, lever le bras, la jambe, je donne bien des exemples, je développe, alors qu'on lui a fait une IRM, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes aires motrices qui sont activées. Ainsi, chaque mouvement est contrôlé par une aire motrice spécifique. Donc voilà, le petit ainsi, ça marque bien que j'ai expliqué l'expérience et ça, c'est ma conclusion de l'expérience et du coup, ça montre que c'est vraiment un argument. Et ça permet au correcteur de bien se repérer. Du coup, ensuite, je continue. Le message nerveux élaboré par cette aire motrice spécifique va être transmis via des neurones pyramidaux. Et ensuite, bien sûr, comme je parle de neurones pyramidaux, je vais donner leur définition.
Toutes les définitions que vous connaissez, vous pouvez essayer de les replacer, bien évidemment si c'est pertinent, mais ici c'était plus que pertinent. Ils sont alors au contact des neurones intermédiaires. Ces neurones peuvent être inhibiteurs ou excitateurs selon ce qui provoque une hyperpolarisation ou une dépolarisation du neurone moteur. En gros, là, si vous suivez, c'est vraiment tout le chemin que fait un message nerveux de notre cerveau jusqu'à l'organe effecteur. J'ai essayé de retracer ça dans un premier temps et ensuite j'expliquais du coup pourquoi quand il y a une tumeur, c'est perturbé. Il réalise en effet une sommation des messages nerveux reçus. Donc là, j'avais noté sommation tout simplement sur mon brouillon. Si la stimulation reçue par le neurone intermédiaire dépasse un certain seuil, alors il va y avoir l'élaboration d'un message nerveux moteur au niveau du neurone moteur et ça permet la contraction musculaire. Maintenant, dans le cas où une tumeur cérébrale s'est développée, donc là c'est vraiment la partie avec la tumeur, et du coup j'ai pas besoin de réexpliquer tout le chemin, j'explique seulement pourquoi il est perturbé, et pour moi c'était beaucoup plus simple, parce que du coup la première partie c'était vraiment une partie où je récitais mon cours, et la deuxième c'était vraiment où j'ai adapté du coup avec la tumeur, c'est à partir de dans le cas où une tumeur cérébrale, et c'est vraiment assez clair, assez court, c'est concis, j'ai pas besoin de tout refaire, et du coup, si je faisais les deux en même temps, le risque c'est que j'explique ce qui se passe et ce qui se passe pas quand il y a la tumeur en même temps et que ça se mélange et qu'on comprenne plus, et du coup je ferai forcément des erreurs. Du coup, ma petite conclusion c'est aucun message nerveux n'est transmis au neurone moteur, il y a une perte de motricité volontaire. Donc voilà, ma conclusion c'est la tumeur, c'est une perte de motricité, provoque une perte de motricité volontaire. Ensuite, forcément, une petite transition. Ainsi, une tumeur empêche le mouvement volontaire en empêchant l'élaboration d'un message nerveux. Là, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai dit. Au niveau des aires motrices du cerveau. Cependant, on observe que les réflexes myotatiques des membres qui ne peuvent plus accomplir de mouvements volontaires sont conservés. J'ai bien aimé placer le « on observe ». Je me souviens que je me suis dit oui, ça faisait vraiment comme si je faisais un compte rendu ou quelque chose. Mais bon, je sais pas si c'était vraiment très utile. C'était mes petites pensées au moment du bac. Ensuite, du coup, réintroduction de partie. Cette fois donc pour le réflexe. Une tumeur cérébrale ne supprime pas les réflexes myotatiques car le cerveau n'est pas impliqué dans le réflexe myotatique. Évidemment, je définis un réflexe, puis un réflexe myotatique. Nous, on avait deux définitions. Je ne sais pas forcément comment c'est vous dans votre cours. Il est élaboré grâce aux éléments de l'arc réflexe. Donc là, en fait, je vais faire un peu la même chose. Je vais développer tout l'arc réflexe. Et comme expérience, je vais utiliser celle où on identifie le centre nerveux moteur. Donc voilà. Ce message nerveux sensitif est transmis via les nerfs sensitifs jusqu'au centre nerveux moteur. Là, j'introduis l'expérience. On identifie le centre nerveux moteur à l'aide du réflexe achillien. On passe des électeurs sur la jambe d'une personne saine dont on va activer le réflexe achillien. Ça, c'est une expérience qu'on avait fait en cours, donc je la connaissais bien. Elle mesure la durée T entre l'émission et la réception d'un message nerveux. On divise cette durée par 2, car c'est la durée d'un aller-retour du message nerveux entre le muscle et le centre nerveux. Là, vraiment, je développe tous les calculs, même si c'est pas aussi rigoureux que sur mon compte rendu scientifique que j'avais fait à la suite de ce TP. Là, c'est vraiment assez utile. Et c'est largement suffisant. Ensuite, connaissant la vitesse d'un message nerveux, on effectue vitesse fois temps égale distance. La distance obtenue est celle parcourue par le message nerveux, celle entre le tendon d'Achille et le centre nerveux. Or, c'est bien la distance jusqu'à la moelle épinière et non le cerveau. Là, j'ai pas appris de valeur chiffrée, vous pouvez le voir. C'est vraiment juste la formule que j'avais apprise, mais vu qu'on fait physique-chimie, c'est vraiment une formule de base. Et c'est même niveau collège, et du coup, c'était assez simple. Au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière, le message nerveux circule via le nerf dorsal du nerf rachitien jusqu'à une synapse. Là, j'ai décidé de développer un petit peu sur le centre nerveux après cette expérience. Je trouvais ça assez pertinent. Et ensuite, je reprends mon explication de l'arc réflexe. Et du coup, j'arrive à ma conclusion. Ainsi, le cerveau n'est pas impliqué dans l'arc réflexe. Voilà, j'ai développé tout l'arc réflexe, je l'ai entièrement expliqué. Du coup, on voit que le cerveau n'est pas impliqué. Du coup, une tumeur cérébrale ne vient pas perturber le circuit de l'arc réflexe, le réflexe myotatique d'un muscle dont le mouvement volontaire est empêché mais n'est pas perturbé. Voilà, ça c'était la petite phrase de conclusion. Et ensuite, du coup, voici ma conclusion totale. En conclusion, une tumeur cérébrale perturbe le fonctionnement des aires motrices cérébrales. Là, vraiment, je vais refaire tout, mais vraiment en concentré. Celles-ci sont impliquées dans le mouvement volontaire. Il n'y a pas d'élaboration du message nerveux à l'origine du mouvement volontaire.
il y a la perte de motricité volontaire d'un membre selon la zone cérébrale concernée, car les aires cérébrales sont spécialisées. En revanche, le cerveau n'est pas impliqué dans l'élaboration du réflexe myotatique. Une tumeur cérébrale ne vient pas perturber le circuit de l'arc réflexe. Les réflexes myotatiques de ce même membre sont conservés. Ainsi, on peut émettre des hypothèses sur la localisation de la tumeur cérébrale selon le membre touché, la conservation des réflexes myotatiques. On doit alors traiter la tumeur en déterminant si la chimiothérapie, la radiothérapie ou la thérapie hormonale est la plus adaptée. Donc là, on voit vraiment les deux parties, jusqu'à les réflexes myotatiques de ce même membre, jusqu'à ainsi. Ça c'est vraiment, avant c'est tout un résumé. Et ensuite à partir de ainsi, j'hésitais un peu sur l'ouverture que je voulais faire. Est-ce que je parlais en fonction du membre touché, on peut mettre des hypothèses sur la localisation de la tumeur, ou alors plutôt je parlais de chimiothérapie, radiothérapie, thérapie hormonale, ce qu'on avait vu en première au cours d'une activité. Je me suis dit que j'allais mettre les deux, mais vraiment très court. De toute façon, en SVT, pas la peine de faire une ouverture sous forme de question, il faut que ce soit une ouverture sur quelque chose d'autre qu'on a vu. Du coup, vu que la première, je trouvais que c'était un peu trop hypothèse, j'ai quand même mis la chimiothérapie, radiothérapie et thérapie hormonale. Voici pour l'exercice 1. Maintenant, passons à l'exercice 2, encore une fois, avec ma copie totalement rédigée. Voici maintenant l'énoncé de l'exercice 2 qui était sur la température et la germination des graines, donc tout ce qui est des végétaux. On nous fait un petit rappel sur les graines, la germination, certaines conditions, et on nous introduit les phytochromes et leur définition. On nous dit qu'on va étudier Arabidopsis thaliana, un organisme de référence pour la recherche végétale. Et ensuite, la question, c'est proposer un mécanisme expliquant la température, comment la température peut influencer la germination des graines d'Arabidopsis thaliana. Donc là, c'est peut-être un peu plus compliqué à reformuler, mais en tout cas, c'est un bon exercice de reformuler sous la forme d'une question, vraiment en gardant les mêmes termes, car c'est ce qu'il faut faire en SVT, pas comme en philo où il faut trouver quelque chose d'un peu complètement différent. Alors, on continue. Donc, voici le document 1 qui nous parle de thermo-inhibition, puis le document 2 qui nous parle de l'influence d'une hormone végétale ABA. J'ai décidé de les classer ensemble parce qu'ils parlaient vraiment des conditions normales pour la germination des graines d'Arabidopsis thaliana. Ils ne parlaient pas encore des phytochromes. Les phytochromes sont introduits après dans les documents 3, 4, 5. C'est pour ça que je les ai classés à part. J'avais un peu de mal à les classer. Je vous avoue, j'ai pris un peu de temps pour faire mon plan. Du coup, j'ai préféré faire par ordre chronologique des documents, si on peut dire. Et sur le document 3, c'est l'influence d'un phytochrome sur la germination des graines. Et ensuite, c'est la quantification de l'acide abscisique dans les graines, du coup, en fonction des phytochromes. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'était pas forcément indiqué dans le titre que ça parlait de phytochromes, mais il fallait bien les lire. Et ensuite, le dernier, là, on repère tout de suite une différence significative qu'il faudra absolument placer dans sa copie. Et du coup, ensuite, on a tout le document qui est la production d'ABA par la graine en fonction de la température. Donc on voit qu'on nous parle des phytochromes, puis on nous parle de l'ABA et de la température qui étaient eux-mêmes évoqués dans les documents 1 et 2. Donc on peut commencer déjà à faire des liens dans notre tête. Ensuite, au brouillon, il va falloir écrire le titre du document, puis noter ce qu'on a observé, ce à quoi on peut le relier et notre conclusion. Et on fait ça pour chaque document. Et au final, on arrive à notre réponse que je vais vous donner tout de suite avec ma copie rédigée. Donc voici ma copie de l'exercice 2. Alors, j'ai commencé par une introduction classique. La graine développe une nouvelle plantule lors de la germination. La germination a lieu dans des conditions bien précises telles qu'une température précise. On étudie Arabidopsis thaliana, un organisme de référence pour la recherche végétale. Et là, ensuite, je mets ma problématique. Comment la température peut-elle influencer la germination des graines d'Arabidopsis thaliana? Nous déterminerons tout d'abord les conditions permettant la germination des graines d'Arabidopsis thaliana et ensuite nous verrons le rôle des phytochromes dans la mise en place de ces conditions. En fait, j'avais vraiment du mal par rapport au document à trouver un plan qui s'en dégageait. C'était pas vraiment naturel et
Du coup, j'ai décidé de suivre l'ordre des documents. C'était pas forcément le plus pertinent à faire, mais c'est ce qui me paraissait assez logique. Du coup, je me suis dit que d'abord, on allait mettre en avant les conditions qu'il faut pour que ces graines germent, et qu'ensuite, on allait voir, quel était le rôle des phytochromes dont on nous parle dans tant de documents dans la mise en place de ces conditions. Et du coup, qu'est-ce que c'est les phytochromes et tout, ça me permettra de faire quand même une partie assez conséquente. J'avais peur que la première soit un peu déséquilibrée, mais au final, c'était plutôt pas mal. Puis surtout, j'avais conscience de ce risque que ce soit déséquilibré, du coup, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Du coup, la germination des graines d'Arabidopsis thaliana nécessite des conditions particulières. Ok, ça c'était dans les documents, c'était donné, c'est ma partie, donc je le mets en premier. Toujours faire une introduction de partie. Elle nécessite une température précise. Le document 1, comme je vous ai dit, j'ai vraiment pris document par document, présente la thermoinhibition, un mécanisme de blocage de la germination par la température. Là, si vous vous souvenez, dans mes copies, j'avais plutôt tendance à replacer toutes les sources, mais on m'a dit que c'était pas forcément nécessaire au bac, et surtout que j'aurais pas forcément le temps. Surtout que là, tous les documents avaient la même source, donc c'était pas utile de la redonner à chaque fois. Du coup, je donnais juste le numéro du document et ce que ça présentait. Cette température est variable selon les végétaux. On place des graines d'Arabidopsis en présence d'eau à différentes températures. À 22 et 28 degrés, on observe alors de petites feuilles. Les graines ont germé. À 34 degrés et même à toute température supérieure à 28 degrés, il n'y a pas de feuilles. Les graines sont non germées. On sait que la germination a lieu lorsque certaines conditions sont réunies, comme une température précise. Ici, on peut donc déduire que les graines d'Arabidopsis ne germent qu'à une température inférieure à 28 degrés. Pour toute cette restitution de connaissances, vraiment, j'ai passé pas mal de temps au brouillon à noter ce que je déduisais de chaque document. C'était un peu compliqué et je pense que, en fait, ce qui a dû poser problème à beaucoup d'élèves, c'est le fait que ça demandait une grande concentration et que quand on a fini l'exercice 1, on n'a pas toujours la même concentration, autant de concentration que ce qu'on a donné pour le document 1. Et là, vraiment, ça demandait à rester concentré jusqu'au bout. Et c'était ça qui était assez dur, notamment pendant le brouillon. Après, pendant la rédaction, c'était un peu plus facile vu qu'on avait déjà fait tout le travail de réflexion. Mais vraiment, là, je me suis rendu compte que si j'avais pas fait au brouillon, je m'étais lancée comme ça, j'aurais eu tout faux. C'était vraiment logique et ça sautait aux yeux, sauf que fallait prendre le temps de l'organiser. Pour moi, c'était vraiment ça. Ça demandait une grande concentration pour organiser son propos. Donc, on a déduit que pour germer, il fallait une température inférieure à 28 degrés. Ok. Mais l'hormone végétale ABA joue aussi un rôle dans la germination. L'hormone ABA est une hormone végétale impliquée dans différents processus, dont la germination des graines présentées dans le document 2. Voilà, document 1, document 2. L'expérience présentée est réalisée avec du riz, mais on nous informe que les résultats sont transposables pour les graines d'Arabidopsis. Oui, dans les documents, quand on voit que c'est avec une autre espèce de plante, faut toujours regarder si c'est transposable. Et si c'est transposable, il faut l'écrire. Résultat transposable et différence significative, on verra plus tard. Une différence significative, justement, c'est vraiment à notifier sur sa copie. Les graines sont immergées dans l'eau à 28 degrés. Je redis un peu les conditions d'expérience, mais vraiment rapidement. Comme vu avec le document 1, elles disposent de bonnes conditions à leur germination. Bah oui, puisque dans le document 1, on a vu qu'il fallait que ce soit inférieur à 28 degrés. Si c'est à 28 degrés, ça peut germer. Mais à 35 heures d'imbibation comme à 40 heures avec 5 micro-m d'ABA, je sais plus trop ce que j'ai voulu écrire, seuls 10% des graines germent. Pour 0,5 micro-m d'ABA, en revanche, à 35 heures, 25% des graines ont germé. Et à 40 heures, 80% des graines ont germé. Là, vraiment, on voit que j'ai cité des données chiffrées, c'est très important quand on a des graphiques. Mais sans ABA, juste avec l'eau, c'est 75%, puis 80% des graines qui germent aux mêmes intervalles de temps. Ainsi, plus la concentration du milieu en ABA est faible, plus il y a de germination. Pour que les graines d'Arabidopsis germent, il faut une température inférieure à 28 degrés et la plus faible concentration en ABA possible. Voilà, donc là, c'était les deux conditions qu'il fallait réunir. Et du coup, après, ma question, ce serait quel rôle des phytochromes dans tout ça ? Comme vous voyez, en fait, vu que ces documents, ils étaient un peu conséquents, qu'il y avait des données chiffrées et tout, au final, ça va pas faire un truc si déséquilibré que ça. Voilà. Et c'était un peu... on s'attend pas toujours dans les documents à ce que, ce soit des hormones inhibitrices. Par exemple, ABA,
généralement, quand on me donne une hormone, je me dis, ok, plus il y en a, plus ça va provoquer la croissance. Non, c'est pas forcément le cas. Là, c'était moins il y en a, plus elle germe. Donc, voilà, ça faut faire gaffe. Ce sont des petits schémas de pensée qu'on a et qui sont pas forcément vrais. Maintenant, la transition. Ainsi, la germination des graines d'Arabidopsis a lieu dans des conditions précises. Je les rappelle pas puisque je les ai dit avant. Mais les phytochromes, molécules présentes chez toutes les plantes terrestres sensibles à la température et connues depuis les années 1950, ont récemment été identifiés comme étant impliqués dans la germination des graines. Donc, les phytochromes jouent un rôle fondamental dans la mise en place de la germination. Ça, c'est mon titre de partie. Le document 3, donc, comme vous voyez, je continue, présente son influence sur la germination des graines d'Arabidopsis. Il présente la mise en germination de graines d'Arabidopsis avec une mutation du phytochrome B, le rendant non fonctionnel comme inactif. On observe alors, quelle que soit la température, une absence totale de germination. Ainsi, les phytochromes inactifs bloquent la germination. Ça, c'est ma conclusion. Or, le document 3 nous indique aussi que c'est la température qui rend les phytochromes actifs ou non. Les phytochromes deviennent inactifs lors d'une augmentation de la température. Or, on a vu précédemment que les graines d'Arabidopsis ne germent que à moins de 28 degrés. Là, je rappelle que c'est le document 1. En fait, j'avais pas forcément de connaissances extérieures à apporter, hormis des définitions ou des petites précisions, c'était vraiment léger. Par contre, j'ai fait énormément de liens avec d'autres documents. Vraiment, là, ça m'a changé d'habitude où pendant les bacs blancs, notamment, il fallait beaucoup de connaissances. Là, c'était vraiment beaucoup de liens avec les autres documents. On pourrait alors supposer que, à plus de 28 degrés, la germination devient impossible car les phytochromes sont inactifs. Mais alors, quel lien avec l'hormone ABA? Donc voilà, là je pose un peu sous forme de question pour, j'ai envie de dire, donner envie de lire, mais surtout pour qu'on me permette de suivre mon raisonnement. Là, si je parlais d'ABA direct, on se demanderait, mais pourquoi elle parle d'ABA? C'est quoi l'interrogation derrière? Donc voilà. Le document 4 nous permet d'étudier la quantité d'ABA dans les graines d'Arabidopsis selon la présence de phytochromes. En fait, je reviens pas à la ligne à chaque fois qu'il y a un document, un nouveau document. Là, c'est vraiment parce que j'avais fini ma phrase au bout de la ligne. Je trouve ça important de pas subdiviser vos parties. Il faut que votre propos soit clair, que les documents soient liés entre eux, donc pas besoin de faire un paragraphe par document. En fait, il faut qu'il y ait une organisation qui ressorte de votre copie, et cette organisation, c'est quand vous choisissez comment utiliser les documents et quand ce ne sont pas les documents qui vous dictent comment faire votre raisonnement. On continue. On étudie en fait la concentration en ABI5, je pense que j'ai écrit, mais les résultats sont transposables à ABA. Encore une fois, résultats transposables, car leurs concentrations sont proportionnelles. Dans des graines non mutées avec des phytochromes, on observe à l'électrophorèse une bande claire, ce qui signifie que ABA est peu présente. En revanche, dans les graines mutées sans phytochrome B, la bande est sombre. Cela signifie qu'il y a beaucoup de ABA. Donc, moins il y a de phytochrome, plus la concentration d'ABA est grande. Encore une fois, un petit peu contre-intuitif. Or, on a vu avec le document 2, encore une fois du lien avec d'autres documents, que ABA inhibe la germination, et avec le document 3 que les phytochromes sont inactifs. Quand il fait chaud, plus de 28 degrés du coup, on suppose, donc plus il fait chaud, plus les phytochromes sont inactifs, et donc la concentration en ABA est grande et la germination est inhibée. On confirme cette hypothèse avec le document 5, qui nous prouve que la production d'ABA diffère selon la température. On étudie des graines d'Arabidopsis non mutées cultivées pendant 40 heures. À 22 degrés, il y a une concentration d'ABA de 0,1 nanogramme par millilitre. À 30 degrés, il y a une concentration en ABA de 0,5 nanogramme par millilitre. La différence est significative, c'est ce qu'indiquait la petite étoile sur le document et ce qu'il faut absolument écrire, en plus de donner des données chiffrées. Plus la température est élevée, plus la concentration en ABA des graines d'Arabidopsis est élevée. Notre hypothèse précédente est confirmée. C'est vrai que le document 5, j'avais un peu du mal à lui trouver son utilité, parce que pour moi, on pouvait arriver à la conclusion avec les 4 premiers documents. Mais du coup, en fait, j'ai vite compris que c'était une confirmation et je l'ai écrit parce que c'est comme ça que je le comprenais. Et je crois qu'en fait, du coup, ça devait être bon. Voici maintenant la conclusion. Ainsi, quand la température est inférieure à 28 degrés,
les phytochromes sont présents dans les graines d'Arabidopsis thaliana sous forme active. Je précise, je saute 2 lignes entre ma dernière partie et la conclusion, alors que je saute une ligne entre la transition et mes parties. La concentration en ABA dans les graines est donc faible. L'hormone ABA n'inhibe pas la germination des graines. À moins de 28 degrés, il y a germination des graines d'Arabidopsis thaliana. A l'inverse, à plus de 28 degrés, les phytochromes sont présents dans les graines d'Arabidopsis thaliana sous forme inactive. La concentration en ABA dans les graines est donc forte. L'hormone ABA inhibe alors la germination des graines d'Arabidopsis thaliana. À plus de 28 degrés, il y a germination des graines. Il y a germination des graines d'Arabidopsis thaliana. La température influence donc la germination des graines d'Arabidopsis thaliana en permettant l'activation ou non des phytochromes. Comme les phytochromes sont des molécules présentes chez toutes les plantes terrestres, on pourrait étudier d'autres plantes pour comparer avec Arabidopsis thaliana. De plus, il serait intéressant de diversifier les sources des documents étudiés. 4 des 5 documents venaient de la même source. Voici donc ma conclusion. Donc j'ai vraiment repris les 2 cas, donc un à plus 28 degrés, un à moins de 28 degrés, et ça explique avec toutes les étapes. C'est vraiment bien en fait, vu qu'au brouillon on a noté toutes les étapes qui nous permettaient d'arriver à notre résultat de manière synthétique, on peut le refaire et hyper vite. Et du coup, en observation finale, j'ai proposé qu'on pouvait le comparer à d'autres plantes. Et j'ai parlé des sources, parce que pour moi, ça m'a un peu sauté aux yeux, mais c'est aussi parce que du coup, j'ai l'habitude de citer les sources de chaque document. Et là, du coup, je n'allais pas le faire. Sinon, je crois que j'ai dû un peu m'emmêler en des pinceaux dans la rédaction. Quelque part, à moins de 28 degrés, il y a germination des graines d'Arabidopsis. Et j'ai aussi écrit à plus de 28 degrés, il y a germination des graines d'Arabidopsis. Alors non. Il y en a un où il n'y a pas germination. Dites-moi en commentaire où est-ce que je m'étais trompée. Ça vous fera un petit exercice. Je suis vraiment désolée. Voilà, merci beaucoup. J'espère que voir mes copies rédigées du bac de SVT vous aura vraiment aidé, soit pour faire le sujet et ensuite vous en servir comme correction, soit tout simplement pour voir comment est structurée une bonne copie de SVT au bac. Maintenant, je vais vous présenter mes techniques, comment j'ai fait pour réviser et apprendre tout ça. D'abord, je vais vous présenter les fiches que je faisais en SVT, donc une fiche par thème ou plutôt par sous-thème, comme vous allez le voir. Donc voici le type de fiche que je faisais en SVT. Alors j'en faisais une par thème, donc ici, enfin plutôt par sous-thème, puisque ici c'était pour le thème 3, partie B, produire le mouvement. Et ensuite dedans, je mettais tous les chapitres. Donc là on a le chapitre 1, la cellule musculaire, une structure spécialisée. Et ensuite, je mettais partie par partie. Ce que vous voyez en bleu, c'est ce que soit j'ajoutais, soit qui était dans le cours, mais en tout cas, ce sont des exemples. Tout ce qui peut me servir d'argument dans une copie de restitution de connaissances. Et en noir, c'est ce qui est vraiment le cours en lui-même. J'ai ajouté aussi des schémas, donc celui-là par exemple c'est un schéma que j'ai fait moi, qui ne vient pas du cours. Celui-là pareil, il y en a aussi, je m'inspirais beaucoup de ce que je voyais dans les manuels. Là par exemple, ces 2 images viennent du manuel de SVT qu'on utilisait. Là, c'est un schéma qu'on a écrit en cours, dont j'insérais la photo directement. En fait, du coup, je n'utilisais pas vraiment mon classeur ou les activités, parce qu'en soi, tout ce qui est en bleu, ce sont des résumés des activités. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et par exemple, là, j'avais besoin de cette image, qui est un document d'une activité que je trouvais très pertinent, que j'ai mis. J'ai aussi mis, par exemple, là, c'est un exemple plutôt important, donc je l'ai résumé, mais je l'ai mis en gras, du coup, en bleu. Là, on reprend exactement la même structure, donc c'est toujours sur la même fiche, le titre en rouge, les parties juste normales mais soulignées. En fait, je mettais pas beaucoup de couleurs parce qu'après je les imprimais, je les annotais, et ça avait un rendu totalement différent. C'était la même chose mais avec plein de trucs griffonnés dessus et surlignés, et donc c'était assez intéressant. Donc voilà, tout continue. Il y en a aussi, ça par exemple, ça vient d'une vidéo, donc je regardais des vidéos pour compléter tout ça. Je faisais à chaque fois qu'on avait fini un chapitre, j'ajoutais des trucs. Donc globalement, ça me prenait pas tant de temps que ça, vu que c'était fait vraiment au fur et à mesure. Ça, c'est un schéma que j'ai recopié au tableau, genre vraiment vite fait en cours. Donc on voit que c'est un peu bancal, et quelque part, c'est plus agréable de l'avoir comme ça que vraiment sur une feuille un peu froissée et tout. Donc voilà, il y a des extraits de bilan du manuel même.
Ça, ce sont des schémas que j'ai faits. Ça, c'est issu d'une activité. Vraiment, il y a énormément de choses. Ça, c'est pareil, un schéma qu'on avait fait en classe propre. J'ai préféré le remettre là plutôt que de l'insérer dans ma fiche pour que vraiment, en fait, il s'insère dans la lecture logique, que ce soit pas une feuille à côté et tout. Donc voilà. Là, c'est toute une activité aussi que j'avais fait, que j'ai résumée. Et ça continue, je vous montre jusqu'au bout. Et donc ça, j'apprenais par cœur tout ce qu'il y avait écrit, que ce soit en bleu. Là, par exemple, j'ai mis des petits trucs en violet pour me rappeler des mots importants et des trucs en rose aussi pour des associations et tout. Mais parfois, j'imprimais et je surlignais avec des couleurs spécifiques. Donc voilà. J'apprenais vraiment toutes ces fiches et ça m'a été hyper utile. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça si vous pouvez, si ça vous est utile également, parce qu'il y a des gens à qui c'est pas forcément utile. Mais c'est vraiment pas mal pour avoir tout son cours à un endroit et surtout c'est un cours vachement enrichi. Enfin, il y a des trucs qui viennent de vidéos, il y a des trucs, c'est moi qui les ai fait, il y a des trucs ça vient de manuels. Enfin vraiment, je m'appuie sur énormément de supports et je pense que c'est un effort qui est bénéfique pour notre cerveau de remettre toutes ces informations à part ensemble parce que ça nous fait vraiment travailler notre cours, l'apprendre, parfois reformuler les activités. Je pense que ça m'a été hyper bénéfique en fait, même si sur le moment ça me paraissait un peu long et fastidieux. Ça a été plus facile à apprendre et surtout je les avais mieux comprises une fois que je les avais reformulées comme ça. Mais alors, comment est-ce que je m'étais organisée pour faire ça, pour chaque chapitre, une fiche particulière et en plus les apprendre? Alors déjà, j'avais fait mes fiches au fur et à mesure de l'année. Ça m'aidait déjà beaucoup pour les bacs blancs et tous les DS. Ça a été un vrai gain de temps, puisque je les relisais régulièrement et quelque part en faisant la fiche, j'avais déjà appris. J'avais ensuite, par terre, dans ma chambre, 3 petits tas de fiches. Alors, je vous explique. Un petit tas des fiches que je connaissais parfaitement. Un petit tas où je les connaissais moyennement et un tas où je connaissais vraiment pas du tout, il manquait trop de trucs quand je récitais. J'essayais de me rappeler en faisant un petit peu la technique de la feuille blanche mais à l'oral. En fait, ça consiste à juste essayer de se remémorer tout son cours de tête sans lire la fiche et du coup, après, je parlais un petit peu à l'oral ou tout simplement je le faisais dans ma tête. Et ensuite, je relisais la fiche et je notais ce que j'avais oublié. Et du coup, le fait d'écrire ce que j'avais oublié, ça me permettait de bien le retenir. Bien évidemment, je l'écrivais pas en entier, j'écrivais avec des mots-clés. Et du coup, ensuite, ça me permettait de reclasser cette fiche de cours dans un nouveau tas ou dans le même. Une fois que tous mes cours étaient passés dans le tas des cours parfaitement connus, je les reprenais tous et je recommençais. Les semaines de révision avant les bacs blancs ou le bac, je les ai tous repris un par un et je les ai reclassés de nouveau dans les tas. En fait, je reprenais toutes les fiches sans me préoccuper du tas où elles étaient précédemment classées, connues, pas connues, moyennement connues, et pouf, je les remettais. Vu que je connaissais déjà et que c'était la technique où je récitais tout à l'oral, c'était vraiment très rapide. Maintenant, j'ai aussi créé un Anki. Anki est une application qui permet de créer des flashcards et utilise la courbe de l'oubli pour que vous vous entraîniez au mieux, avec toutes les définitions. J'ai aussi lu tous les sujets des annales avant le bac et je prenais des notes sur les tendances que je relevais. Par exemple, pour le stress, je me souviens avoir noté qu'il y avait plus de sujets sur le stress aigu que le stress chronique. Et je me souviens avoir noté que les sujets sur le climat faisaient parfois du lien avec les sujets de géologie. Ainsi, je savais un peu comment structurer ma pensée. J'avais aussi des flashcards papier cette fois, où j'écrivais simplement au recto le titre du chapitre et au verso les grandes parties du cours. Je les apprenais par cœur, je connaissais le plan par cœur, ce qui me prenait vraiment 5 minutes puisque c'était que des titres. Mais ainsi, je connaissais vraiment le plan du cours par cœur et du coup, ça rendait aussi plus facile le moment où je faisais la feuille blanche dans ma tête avec les fiches. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui a été assez longue. J'espère que cette technique vous conviendra. En tout cas, ce sont mes conseils et surtout mon témoignage de lycéenne. Et si vous souhaitez vous entraîner sur le sujet, j'espère que cela vous a fourni une bonne correction. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et bonne chance pour le bac de SVT.